Vous êtes sur la Pan-African Media 1, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. À quelques semaines des élections législatives et municipales prévues le 27 septembre 2025, le Gabon s'apprête à franchir une étape décisive dans sa mise en place des institutions de la Ve République. Après le coup d'État de août 2023, la transition politique a ouvert la voie à une réforme profonde dans le cadre institutionnel et constitutionnel, marqué notamment par l'adoption de la Constitution le 19 décembre 2024. Ces scrutins, premiers du genre depuis la présidentielle d'avril 2025, doivent permettre de doter le pays d'un parlement et des collectivités locales légitimes. Ces élections marqueront-elles l'avènement des institutions démocratiques solides pour la Ve République au Gabon? On en parle en première partie d'émission. À l'approche de la présidentielle de 2026, le Bénin s'apprête à vivre une transition politique majeure avec le départ annoncé de Patrice Talon qui a réaffirmé son engagement à respecter la Constitution en renonçant à un troisième mandat. Cette décision, saluée par une partie de l'opinion publique, ouvre la voie à une compétition électorale inédite marquée par des incertitudes sur la succession de Patrice Talon entre attentes démocratiques, transparence du scrutin ou encore la montée des enjeux sécuritaires et économiques. Le Bénin fait face à de nombreux défis. Comment le renoncement de Patrice Talon à un troisième mandat peut-il redéfinir le paysage politique et renforcer la crédibilité démocratique au Bénin en 2026? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Joël Nathan Ombago, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre ami Pape Ousmane Tiao. Vous êtes doctorant en sciences politiques, analyste défense et sécurité. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de débrief. C'est moi qui vous remercie. Nous allons tout de suite démarrer par la première thématique. Je l'annonçais dans mon introduction. Nous allons nous intéresser au cas justement du Gabon, les législatives annoncées au Gabon pour le 27 septembre 2025. Pape, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps de cette première partie d'émission. On parle justement des législatives au Gabon. Comment ces élections-là pourront, on va dire, apporter une forme de crédibilité à la transition qui a été entamée avant par le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema? Alors, la fin de la transition au Gabon a été marquée par la prestation de serment du président Oligui Nguema le 25 en avril 2025. Maintenant, l'organisation d'élections législatives au mois de septembre et d'élections municipales au mois d'octobre témoigne de la consolidation, de l'avènement surtout de cette Ve République gabonaise. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'avant, on se rendait compte que le plus souvent, certains présidents traînaient les pieds par rapport à l'organisation des élections législatives, surtout si lorsque le contexte politique ne s'y prêtait pas. Mais on constate que le président Oligui Nguema cherche justement à non seulement renforcer l'élan démocratique qu'a connu le Gabon depuis un an, mais également à faire en sorte que le jeu politique puisse s'ouvrir parce que l'organisation d'élections législatives à travers l'élection des représentants du peuple et l'organisation d'élections municipales à travers l'élection d'élus au niveau local, c'est toujours quelque chose qui est de nature à renforcer un élan démocratique dans n'importe quel pays. Donc maintenant, nous en sommes à une étape où il faudra, pour les Gabonais, et au vu de l'engouement que suscite cette élection au niveau local, les Gabonais devront s'attendre à une nouvelle page politique de l'histoire politique du Gabon. Je reste avec vous, Pape. Vous avez justement parlé de cette présidentielle d'avril 2025. Comment, justement, cette présidentielle a-t-elle préparé, on va dire, ces législatives de septembre? Alors, une présidentielle, c'est toujours un tournant pour un peuple, pour un pays, parce que c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Maintenant, à l'issue d'une présidentielle, pour un président qui cherche tout simplement à mettre son pays sur de bons rails sur le plan politique et démocratique, l'organisation d'élections législatives et d'élections municipales est la prochaine étape indiquée pour jeter les bases d'une compétition politique saine. Le président Oligui Nguema a fait preuve d'une certaine bonne volonté selon les observateurs par rapport à
tous ces éléments. Et maintenant, l'objectif, justement, est de faire en sorte que les Gabonais puissent s'approprier de cette procédure électorale et que, justement, au sortir de ces élections, que l'on puisse avoir un champ politique apaisé avec des acteurs bien identifiés et que, justement, la marche démocratique du pays puisse se poursuivre. Alors, Joël Nathan, c'est vrai que Pape a très bien installé un petit peu l'enjeu de ces législatives-là au niveau du Gabon. Justement, par rapport à ces législatives-là, il y a un point assez intéressant, j'ai même envie de dire historique, c'est qu'aujourd'hui, le président Oligui Nguema a décidé d'ouvrir le Parlement, donc l'Assemblée nationale, aux députés de la diaspora, ce qui est historique, une première pour le pays. Quelle analyse faites-vous justement de cette initiative ? Alors, je crois que déjà, c'est quelque chose à louer, une initiative à louer, dans la mesure où la diaspora gabonaise se fait de plus en plus grande. Et aussi, cette diaspora-là a été à un moment donné, bon, déjà depuis longtemps, puisque c'est la première, un peu abandonnée à elle-même. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que cette diaspora a une voix qui doit se faire entendre et le meilleur endroit, évidemment, c'est l'Assemblée nationale. Donc, cette proposition du chef de l'État est une proposition louable et je crois que la diaspora va bénéficier de cette nouvelle réalité-là. C'est encore doublement historique parce que la diaspora aussi n'avait pas le droit de vote pour les législatives. Donc, là, la diaspora a un droit de vote et 2 sièges disponibles. Je crois que c'est une avancée majeure dans le processus démocratique. On reste justement sur la composition en parlant de sièges. Plusieurs candidats, en tout cas pour la zone Afrique, parce que je rappelle évidemment que ces 2 sièges-là, c'est pour un candidat zone Afrique et un candidat, comme on le dit, pour le reste du monde. Comment justement vous appréciez, on va dire, ces sièges qui ont été libérés? Est-ce que c'est assez suffisant pour représenter toute une diaspora africaine et mondiale, j'ai envie de dire? C'est un cas d'essai. Je crois que l'objectif aussi, c'est de voir déjà ce qui va être fait avant de penser peut-être à augmenter le nombre de sièges. Ce n'est pas peut-être suffisant, mais c'est déjà un bon point de départ. Il faut le noter. Nous avons le cas du Sénégal qui a déjà essayé l'expérience. C'est un bon cas d'école, mais nous allons essayer cette expérience-là après l'élection et du candidat du siège Afrique et pour le reste du monde, on verra ce que ça donne et puis penser peut-être, après les prochaines législatives, à plus de sièges. D'accord, je rappelle que vous êtes de nationalité gabonaise, donc c'est pourquoi vous parlez de nous, évidemment, dans votre argumentaire, Pape. C'est vrai que Joël Nathan a soulevé un point assez intéressant en parlant du Sénégal, le cas d'école, l'inspiration. Le chef de l'État gabonais, Brice Oligui Nguema, ne s'en cache pas, il le dit clairement, qu'il s'inspire beaucoup de ce qui est fait au niveau du Sénégal. Justement, par rapport à ça, on a vu également les pays frères autour, en l'occurrence la Guinée équatoriale, qui a félicité, adressé en tout cas des encouragements au président Oligui pour on va dire, le fait d'être allé au bout de ce chronogramme-là pour clore cette transition-là, parce que c'est la dernière étape qui reste dans la restauration des institutions. Il reste le Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Comment appréciez-vous, on va dire, un petit peu la réaction des pays frères aujourd'hui? Alors, je pense bien que le président Oligui Nguema s'est largement inspiré de l'expérience sénégalaise, notamment par rapport à l'octroi de sièges à la diaspora gabonaise, à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, il a souligné le fait qu'il y ait très peu de sièges, 2 pour la diaspora gabonaise. Et moi, je tenais à préciser par là qu'au Sénégal, nous en avons 15 pour toute la diaspora. Peut-être que la diaspora gabonaise n'est pas aussi étendue que la diaspora sénégalaise parce que tout est question de proportion. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un premier pas et qui est très appréciable, surtout s'inspirant de l'expérience de pays frères comme le Sénégal. Parce que n'oublions pas, le Sénégal et le Gabon entretiennent des relations qui vont au-delà du politique, sur le plan culturel, religieux, etc. Donc c'est déjà une très bonne chose vue depuis le Sénégal. Et nous pensons que le Gabon, après cette expérience du fait de consolider la transition et surtout le fait de restaurer les institutions démocratiques, ira vers plus de transparence, plus d'inclusion par rapport à l'inclusion de nouveaux sièges pour la diaspora. La transparence, voici un point assez intéressant, Joël Nathan, et j'ai envie de dire un point assez crucial aussi dans le déroulement, aussi bien au niveau de la campagne qui va démarrer le 17 septembre pour les législatives. Cette transparence-là, comment le chef de l'État aujourd'hui arrive à rassurer par rapport à ce point assez intéressant sur la transparence au niveau
niveau des candidatures et surtout dans le déroulement des législatives? Alors, au niveau de la transparence, je crois que le débat n'a pas commencé là, aux législatives. C'est depuis déjà le référendum. Nous avons vu une certaine clarté dans le jeu électoral depuis le référendum. Ensuite, à la présidentielle, moi je prends mon cas, j'allais aller voter et je me rendais compte de combien de fois c'était apaisé, c'était fluide. On sentait un sentiment de sécurité, on n'avait pas peur que nos voix soient volées. Donc il y a eu déjà depuis les présidentielles et depuis le référendum, comme j'ai dit, ce sentiment de sécurité en ce qui concerne la clarté, même dans le processus électoral. Ensuite, là nous sommes en train d'aller vers les législatives. Il faut préciser que ça a été le cas au Sénégal. Tout système qui s'installe a besoin d'une forte majorité parlementaire. Et donc c'est là aussi l'enjeu de ces législatives. C'est là tout l'enjeu des législatives. On a vu le Premier ministre Sanko l'a fait pour le PASTEF. Il a décidé d'envoyer le PASTEF seul aux élections pour voir la force de son parti. Et le président de la République aussi a un groupement parlementaire déjà. Mais aussi, il a son parti qui doit aussi manifester cette force-là d'un point de vue des populations et susciter l'engouement. Donc, on va voir aussi, c'est l'occasion pour nous de voir les gens qui soutiennent le président de la République, jusqu'où ils vont aller, pour le soutenir aussi dans l'élection législative, le nombre de sièges qu'ils vont obtenir. C'est un test aussi pour la politique du chef de l'État. En parlant de tests, lors de la validation de, on va dire, la nouvelle constitution avec le référendum et tout, on a changé de régime. On est passé d'un régime qui était considéré comme législatif ou parlementaire à un régime présidentiel. Aujourd'hui, dans ce régime présidentiel-là, tout est concentré sur le chef de l'État. L'enjeu, vous l'avez dit, c'est d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, mais rappelons que le chef de l'État a également la possibilité de dissoudre une Assemblée nationale et d'organiser à nouveau les législatives. Le test, c'est à ce niveau-là aussi ? Oui, le test, ce sera de respecter finalement le résultat des urnes. Donc, c'est peut-être envisageable si le président n'avait pas cette majorité parlementaire. Est-ce qu'il va accepter de continuer avec un parlement qui n'est pas de sa majorité? Ça, c'est aussi, on verra. Il a besoin de dérouler son programme. Voilà, il a besoin de dérouler son programme. Il a 6 années derrière lui. Je crois que c'est ce que le président au Sénégal avait remarqué, qu'il devait faire blocage parce que les anciens qui étaient là n'étaient pas forcément avec le système, il fallait renouveler l'Assemblée. Mais est-ce que si le président n'avait pas cette majorité parlementaire, il continuerait avec ce Parlement-là? Mais je crois que c'est aussi là le test et l'enjeu à ce niveau-là. Moi, je pense que le problème ne se posera pas parce qu'au vu de l'élan que peut avoir le président Oligui Nguema, je ne pense pas que à l'issue des élections législatives, qu'il puisse se retrouver avec une minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne pense pas que ce problème se posera. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait que justement le président ait cette hauteur par rapport à tout ce processus démocratique, parce qu'on parle de démocratie. Actuellement, nous sommes à l'étape de la consolidation, non seulement des acquis de la transition, mais également des institutions indispensables pour le bon fonctionnement de la République. Je reste avec vous, Pape, en parlant justement de la hauteur prise par le chef de l'État. Je pense qu'effectivement, dans les initiatives qu'il prend, qu'il met en place, cette hauteur-là, en tout cas, on peut l'observer chez lui. En parlant de hauteur et en parlant de démocratie, lors de ces législatives, le chef de l'État a ouvert, en tout cas, il a appelé à tous les Gabonais, à être, on va dire, derrière, mais c'est surtout cette cohésion nationale, parce qu'en fait, on parle des élections inclusives, et le caractère inclusif a été remarqué avec, on va dire, cette pluralité, cette flopée des partis politiques, et même l'ancien parti politique, le PDG aujourd'hui, participe à ces législatives-là. Quelle appréciation faites-vous de cette ouverture aujourd'hui qui vient appuyer le principe de démocratie au Gabon? Alors, il faut, pour analyser cet aspect, il faut revenir aux conditions d'accès au pouvoir du président Oligui Nguema. N'oublions pas que ça a été un coup d'État. Et le plus souvent, après un coup d'État, le parti qui a été remplacé le plus souvent est dissous et ses membres sont le plus souvent interdits de participer à certaines élections, ce qui n'a pas été le cas au Gabon. Donc c'est là où je parle d'auteur de la part du président Oligui Nguema, le fait de permettre à tous les partis politiques de se représenter et de compétir à des postes
de postes de députés de pouvoir. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour la démocratie, tout en sachant justement le fait que la page de l'ancien régime est définitivement tournée et que les Gabonais sont suffisamment conscients des enjeux et qu'il faudrait tout de même donner les moyens au président actuel de gouverner, et le président actuel ne pourrait gouverner qu'avec une majorité au niveau de l'Assemblée. On parle justement de cette transparence, Joël Nathan. Il y a un point également qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une forte participation de la jeunesse, aussi bien pour ces législatives que pour les municipales. Et quand on parle de forte participation, c'est notamment au niveau des candidatures. On a vu vraiment des jeunes s'engager au niveau justement de ces candidatures-là. Le Gabon est vraiment passé dans la Ve République. Alors, c'est vraiment louable et très appréciable. Et on remarque que c'est le peuple même, au-delà de la jeunesse, hein, c'est le peuple qui se sent concerné et qui va oser, qui se jette à l'eau, comme on dit. Et je crois qu'ici, on avait discuté de cette question. La jeunesse, généralement, était utilisée aux élections pour emmener les sympathisants, emmener des votants. Mais aujourd'hui, la jeunesse peut se présenter et les candidatures sont acceptées, sont appréciées de tous bords. Hein. Ouais. On a vu un peu de tout, comme on dit, dans ces candidatures. Oui, on a vu des humoristes, des humoristes devenir candidats. Et c'est assez appréciable parce que justement, pour les législatives, pour les parlementaires, c'est le peuple. Hein, les candidats sortent du peuple. Les parlementaires, c'est pas forcément une élite, mais c'est le peuple qui doit être représenté à l'Assemblée nationale. Donc je crois que c'est une avancée majeure et c'est un signe que la population se sent à nouveau concernée par le jeu politique. On parle du jeu politique, Pape. C'est vrai que Nathan l'a souligné encore, vous l'avez également souligné, lors de la présidentielle d'avril dernier, les choses se sont parfaitement bien déroulées aussi bien au niveau des votes que du décompte et tout le reste, des bureaux de vote. Il y a vraiment une transparence. Aujourd'hui, faut-il que le Gabon arrive à se servir de ce même système-là? Parce qu'aujourd'hui, le Gabon aussi a muté avec un système qu'on appelle le NIP, que le numéro d'immatriculation personnelle, si la définition est bonne. Faut-il aujourd'hui s'inspirer de tout ça, sachant que le fichier électoral, il est propre, on a envie de le dire ainsi, vu qu'il n'y a pas eu d'incident à ce niveau-là. On s'inspire de ce qui s'est passé pour la présidentielle pour consolider, comme vous l'avez dit, les acquis pour ces législatives? Alors, le fait que les élections présidentielles se soient déroulées globalement dans le calme et dans la transparence ne veut pas forcément dire que le fichier est propre. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'instaurer un numéro d'identification unique, ça c'est un fondement par rapport à la transparence parce qu'il pourrait difficilement y avoir de doublons. Donc déjà, ça c'est une belle avancée et je crois que au départ, c'est le Gabon qui s'inspire du Sénégal par rapport à l'ouverture démocratique par rapport aux législatives, mais sur ce point, c'est le Sénégal qui devrait s'inspirer du Gabon parce qu'on a ce genre de soucis. Donc, il est important, quoi qu'il en soit, pour qu'un processus démocratique puisse se passer dans les meilleures conditions et que les résultats puissent être acceptés par non seulement les gouvernements, mais aussi par la population, il faudrait que le critère de transparence puisse être au centre de toutes les décisions. Et ça, c'est fondamental. D'ailleurs, le chef de l'État, son Excellence Brice Oligui Nguema, président de la République du Gabon, a fait un communiqué là-dessus, justement, où il interpellait les autorités à faire preuve de transparence et éviter tous les éléments perturbateurs d'un bon processus en ce qui concerne les législatives. On a parlé justement donc le NIP, hein, c'est le numéro d'identité personnelle. Voilà, et c'est qui est un élément assez important, comme Pape l'a souligné, dans le processus au niveau des législatives. Qu'en est-il de la société civile? Parce qu'on a l'impression qu'au niveau du Gabon, elle est un peu silencieuse, cette société civile-là. Est-ce qu'elle aura un rôle majeur à jouer lors de ces législatives? Alors, le silence de la société civile, moi je crois, découle de deux choses essentielles. C'est que nous avons eu une société civile depuis des années qui était une société civile d'opposition. Il faut le dire. C'est-à-dire que la société civile avait à redire à chaque fois par rapport au système de gouvernance, par rapport aux élections, ils avaient à redire à chaque fois. Et quand vous n'avez plus d'arguments, ou vous avez moins d'arguments qu'avant, vous ne pouvez plus faire autant de bruit. Donc ça fait en sorte que systématiquement, le volume qu'ils avaient, la constance qu'ils avaient et même la position, la place qu'ils avaient, qu'elle avait, donc cette société civile-là, a quand même considérablement régressé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle ne jouait pas vraiment un rôle de société civile, mais un rôle d'opposition masqué. Or maintenant,
si société civile il y a, il faut maintenant aussi louer les avancées majeures. Ouais. Il faut aussi apprécier les progressions qui sont faites dans le bon sens. Et là, souvent, c'est difficile pour cette société civile-là de reconnaître que nous avons évolué d'un point de vue démocratique, nous avons évolué d'un point de vue électoral. Donc, parfois, il n'y a plus rien à dire, comme on le dit. Donc, s'il n'y a rien à dire, ils sont obligés de se taire. Mais je crois qu'après peut-être les élections, les voies vont s'ouvrir à nouveau pour dénoncer, comme d'habitude. Oui, parce que évidemment, je pense que c'est une très belle analyse en ce qui concerne cette société civile, parce qu'on observe un mutisme, justement, quand on sait que ça a été toujours une société civile très engagée. Ouais. Là, on assiste à un mutisme, on peut se dire, bon, peut-être que tout se passe bien, mais donc, comme vous l'avez souligné, dans tous les cas, je pense qu'elle va réagir de toutes les façons. Oui. Comme je disais tantôt, c'est vraiment l'absence d'arguments. C'est l'absence d'arguments. Parce que je crois que le jeu de la société civile a été biaisé dès le départ. Elle s'est constituée en société activiste, mais ne pensons pas que la société civile a un rôle plus général, plus large, parce que la société civile représente tout le monde, l'opposition, le parti au pouvoir. La société civile, c'est tout le monde. Mais généralement, notre société civile s'est toujours constituée, et très souvent constituée, en opposition. Et donc là, je crois qu'à ce niveau, le jeu a été biaisé. On parle de l'opposition, une opposition aussi très participative, hein, très engagée également dans ces législatives-là. Le chef de l'État l'a dit, il veut travailler avec tout le monde, avec tous les Gabonais. On va dire la divergence pour le chef de l'État, c'est un point assez intéressant parce que tant qu'on n'a pas la divergence, on a parfois l'impression de le louvoyer un petit peu sans repère. Mais cette opposition-là, en tout cas, dit aussi jouer le jeu de la transparence, de l'équilibre politique au niveau du Gabon. Quelle appréciation faites-vous justement de cette initiative de l'opposition, mon cher Pape? Oui, la vérité c'est que le jeu de la transparence fait l'affaire de tout le monde, que ce soit le parti au pouvoir comme l'opposition. Le président Oligui Nguema a très bien fait de mentionner cet aspect dans le processus électoral, que ce soit pour l'élection présidentielle, ensuite législative et ensuite municipale. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, le Gabon, après avoir traversé 40 ans de pouvoir dynastique, après avoir traversé 1 ou à 2 ans de transition démocratique incertaine, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, la transition aurait bien pu ne pas aboutir. Exactement. Donc, justement, nous sommes à un point où l'objectif est de refonder la démocratie gabonaise, si on peut appeler démocratie. Mais l'objectif, c'est de refonder les institutions démocratiques gabonaises et cela passe par des élections inclusives. Et le terme inclusif est très important, avec la participation de tout le monde. Même l'ancien parti au pouvoir devrait pouvoir participer et de jauger justement le niveau de confiance que lui accorde la population. Et c'est à partir de là que l'on pourra dire que justement le Gabon est sur la voie d'une nouvelle ère démocratique. La Ve République, Nathan, de ce que Pape vient de dire, et ce que le président dit, et ce que les Gabonais disent aussi, est-ce que ça passe en fait par aujourd'hui une prise de conscience? Aujourd'hui, les Gabonais doivent apprendre à remplacer les jeux par les enjeux, comme on a envie de dire. Oui, remplacer le jeu par les enjeux, et ça va beaucoup plus loin. C'est depuis même le choix des candidats ou des élus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Gabon ne doit plus être à un niveau où les élections se jouent sur la base de est-ce que je connais qui se présente, est-ce que c'est mon oncle, est-ce que c'est mon ami, est-ce que c'est un frère, mais quel est le calendrier de ce candidat-là? Quel est son projet politique? Quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il va aller défendre en ce qui concerne la population? Je crois que la population doit avoir un certain niveau de maturité. Dans ce processus de la Ve République, ça passe aussi par la maturité de la population. Il n'y a pas que les institutions qui doivent être matures, il faudrait aussi que la population qui se réfère aux institutions présente et marque un niveau de maturité. Et ça passe depuis le choix aux urnes. Est-ce que je choisis un candidat par affiliation? Est-ce que je choisis un candidat au niveau des enjeux, au niveau de son projet, au niveau de comment il parle au cœur du peuple? C'est des questions aujourd'hui essentielles et ça ne dépend pas du président de la République, ça dépend des Gabonais. En parlant justement des députés de la diaspora Pape, on est revenu un petit peu sur le nombre de sièges. On a abordé, Nathan l'a dit, c'est une première expérience. Peut-être qu'à l'avenir, le chef de l'État va agrandir un petit peu les sièges pour la diaspora. Le Sénégal, vous l'avez dit, il y a plus d'une dizaine de sièges. Cette expérience-là, le Gabon s'en inspire un petit peu du Sénégal aussi en ce qui concerne la diaspora. Quels sont les enjeux? Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup ne comprennent pas peut-être l'impact de ces députés-là au niveau de la diaspora. Quels sont les défis
défi et l'enjeu d'un député de la diaspora? Alors, je me rappelle très bien, durant les dernières années du règne d'Ali Bongo, que c'était la diaspora qui était l'entité la plus active par rapport à tout ce qui concernait la critique, notamment l'engagement justement politique, mais également la critique sur l'état de santé de l'ancien président, sur ses déplacements, sur la manière de gérer le pays. On sentait une certaine effervescence et un certain ras-le-bol par rapport à une diaspora gabonaise qui a déjà fait le tour du monde et qui sentait qu'il était temps pour le Gabon de changer de main. Donc, à travers le fait que le président Oligui Nguema leur donne des voix à travers des députés, cela consolide non seulement la représentativité de la diaspora gabonaise, mais cela également leur donne une certaine voix. Tout à l'heure, nous avons souligné le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de sièges, qu'il y en ait 2, mais quand même, si on parvient à obtenir, si la diaspora gabonaise parvient à obtenir plus de 5 ou voire 10 sièges à l'Assemblée nationale, là, elle aura suffisamment d'impact sur le processus politique et sur la vie politique au Gabon. Justement, le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve en deuxième partie d'émission. On parlera de la présidentielle 2026 au Bénin. Tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons parler de la présidentielle 2026 au Bénin, notamment le retrait de Patrice Talon. Mon cher Joël Nathan, avec Patrice Talon justement, qui a renoncé à un troisième mandat, la désignation de Romuald Wadani représente-t-elle en fait un passage de témoin réfléchi? Passage de témoin réfléchi, il faut déjà aller dès le départ. Déjà, le renoncement lui-même est un message très fort. Message fort dans le respect de la Constitution, dans un environnement ou dans un contexte où les pays aux alentours, c'est vraiment une crise constitutionnelle qu'on remarque. Ensuite, l'autre, c'est le respect de la démocratie, ce respect du peuple, de laisser le choix au peuple, de ne pas s'imposer. C'est quelque chose de formidable et à louer. Maintenant, je crois que le président Patrice Talon a fait preuve de beaucoup d'intelligence aussi, sachant qu'il est en train d'accroître aussi son influence en renonçant de cette manière-là. Il est en train de dire à la population, vous pouvez me faire confiance. Et si je désigne quelqu'un, vous devez aussi faire confiance à cette personne-là. Je crois que c'est très intelligent et que c'est beaucoup de maturité politique. Maturité politique, justement, mon cher Pape, un profil en tout cas émergé de ce renoncement-là de Patrice Talon. Joël Nathan l'a souligné en la personne justement de Romuald Wadani. Est-ce que ce technocrate-là, parce qu'en rappelant, c'est quelqu'un qui a étudié énormément, qui a été aux États-Unis, qui a étudié dans des grandes universités, qui est un économiste de renom, qui depuis des années est ministre justement de l'économie, est-ce que ce technocrate-là, reconnu, pourrait-il souffrir d'un déficit de proximité avec l'électorat? Alors, c'est une possibilité parce que le Dauphinat, sur le plan politique, le Dauphinat souffre souvent de ce genre de limites. Mais quoi qu'il en soit, au vu du profil, on ne peut pas douter de ses compétences pour diriger un pays comme le Bénin, qui est certes un petit pays, mais qui a une position stratégique au niveau de l'Afrique de l'Ouest et également qui a des enjeux de développement et de démocratie qui sont énormes. On constate qu'en tant qu'observateur, que le président Talon a fait de très grands progrès sur le plan économique et sur le plan social et sur le plan de l'administration, en fait de l'organisation du pays. On voit que le pays est bien organisé, bien géré, il y a une certaine discipline et que l'espace public est bien assaini. Mais quoi qu'il en soit, le fait de partir et de laisser les rênes à un dauphin va poser certaines questions au niveau non seulement de la classe politique, mais également des observateurs. Mais ce sera à la population béninoise de jauger déjà le candidat qui a été choisi et de l'élire sur la base de son programme et de ses perspectives. Maintenant, on verra très bien à partir de 2026 si le dauphin désigné aura les épaules suffisamment solides pour gérer un pays comme le Bénin. Mais je pense que le soutien de Patrice Talon derrière, ça va peser, vous l'avez souligné également, parce qu'il a clairement dit, il soutient aujourd'hui Romuald. Alors, j'allais déjà abonder dans ce sens-là, mais quand même relever quelque chose d'important, c'est qu'il y a deux possibilités. Est-ce que
le dauphin va poursuivre les politiques de Patrice Talon? Ça, c'est la grande question. Est-ce que son programme va tourner autour de Patrice Talon? Ça, c'est la première grande question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il va créer une rupture? Est-ce qu'il va se positionner en tant que candidat avec un programme, un projet qui lui est propre? Ça, c'est des questions à se poser. Maintenant, au niveau de l'électorat, il faut avouer que l'électorat aussi est aussi émotionnel. Je veux dire émotif aussi. Ça veut dire que la position du président, qui est lui-même déjà en train d'accroître son influence, va quand même beaucoup peser, va énormément peser sur le choix de l'électorat. Ouais. Donc je pense qu'il ne va pas seul, il va avec le visage du président Patrice Talon. Et ça, c'est un avantage du point de vue de l'électorat. Je reste avec vous, Joël Nathan, en pleine élection générale. Comment évaluez-vous l'impact d'un calendrier serré, 3 mois de scrutin, en moins de 6 mois sur la qualité démographique, on va dire, du Bénin? Alors, ça ne pose pas de problème quand l'administration est très bien régulée et que structurellement les choses fonctionnent. C'est difficile quand nous sommes dans un environnement où le contexte administratif est compliqué, qu'il y a des lenteurs au niveau des processus. Mais si les processus sont respectés, que les délais sont respectés, cela ne pose aucun problème. Et c'est vrai que ça pose un problème de fond, parce que c'est beaucoup de fond, les élections, mais d'un point de vue structurel, si le président Talon a tout mis en place pour que l'administration, les institutions soient prêtes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pape, on parle de la procédure numérique également, parce que le Bénin est dans cette initiative-là. On en a parlé en première partie d'émission avec le cas du Gabon. La procédure numérique et la formation prévue par la Cour constitutionnelle, est-ce que ça suffit, on va dire, à garantir la transparence et la confiance citoyenne? Alors, le thème de la transparence revient encore une fois lors des élections au niveau africain, qui est un élément fondamental pour garantir la transparence du processus. Au Bénin, l'organisation d'élections présidentielles, au vu de leur démographie qui est plus ou moins réduite, le fait d'obtenir un numéro d'identification unique est de nature justement à garantir la transparence et surtout l'effectivité du vote, que ce soit qu'il n'y ait pas plusieurs doublons. Voilà, donc on en est à une étape où le président Talon aimerait laisser son empreinte sur l'histoire démocratique et politique du pays, tout en peut-être conservant son empreinte, tout en conservant son influence, comme tentent de l'expliquer certains observateurs. Mais il est clair que le président Patrice Talon, le président sortant, aimerait justement laisser aux Gabonais un certain héritage. Excusez-moi, aux Béninois, un certain héritage démocratique. Ouais. Parce qu'actuellement, sur ce plan, on a beaucoup à apprendre d'un pays comme le Bénin en termes d'institutions démocratiques fortes, en termes de transition démocratique, plus ou moins, disons, apaisée. Et là, nous sommes face à une procédure, à un tournant de l'histoire démocratique du Bénin. Oui. On parle également du parrainage, mon cher Joël Nathan. Le parrainage imposé aux candidats, c'est on va dire une obligation, une condition bien imposée et bien installée au niveau du Bénin. Le parrainage imposé aux candidats, est-ce que ça va favoriser un petit peu l'installation de ce qui peut s'apparenter à un pluralisme ou surtout des partis installés? Alors, je crois que c'est peut-être pour un suivi. C'est peut-être pour un suivi, cette forme de recommandation, cette forme de parrainage, parce qu'il ne faudrait pas pour une élection présidentielle que quelqu'un, comme on dit, sorte de nulle part. On ne sait pas quel est son background politique et qui, comme on dit, qui l'envoie. Or, la population aussi a un droit de regard sur le background politique du candidat. Est-ce qu'il vient au nom de qui? Quelles sont les propositions que ceux qui le parrainent ont déjà fait d'un point de vue politique dans le pays. Et donc, on peut dire, bon, cette personne-là, on peut faire confiance. Comme je disais tantôt, le cas du candidat du président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui va avec le visage du président. Donc, il a cet avantage-là que la population a déjà une certaine confiance, il faut avouer, en la personne du président Patrice Talon. Et donc, le parrainage va créer une certaine sécurité autour des candidats et va permettre à la population aussi d'être beaucoup plus logique dans son choix.
Être beaucoup plus logique dans le choix. On parle de logique également, on va y rester, mon cher Pape. Quelles mesures concrètes au niveau justement du Bénin que le pays devrait être, que le pays doit prendre pour garantir l'indépendance réelle de la justice vis-à-vis de l'exécutif? Alors, ça c'est une question qui se pose un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais la séparation fondamentale entre l'exécutif et le judiciaire, souvent ça pose un débat entre techniciens du droit et entre professeurs d'université, mais il faudrait, pour le cas du Bénin, faire en sorte justement que les magistrats, surtout à un certain niveau de responsabilité, ne soient plus nommés directement par le président de la République ou que leur processus de nomination ne puisse pas passer par l'exécutif. Et à partir de cet instant, si les collègues sont nommés par leur père et que l'exécutif ne puisse pas influer sur le déroulement de leur carrière, on obtiendra très facilement des magistrats qui, bon, au-delà des accointances et des lobbies et des conflits d'intérêts, seront des magistrats totalement dévoués à la cause de la population béninoise. Alors, on parle, vous voulez rebondir sur un point Oui, aller vraiment dans le même sens pour dire que depuis le processus du choix du magistrat, et surtout, comme il disait, à certains postes de responsabilité, il faudrait qu'il y ait un détachement, une séparation, une indépendance même entre l'exécutif et le judiciaire, ce qui permettrait naturellement aux magistrats de prendre des décisions libres. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des manipulations derrière, il y a toujours des enjeux et des jeux, mais quand le magistrat est d'une certaine manière un peu libre, il ne regarde pas « Ah, c'est elle qui m'a nommé », c'est beaucoup plus facile de créer on va dire, cette transparence-là dans les décisions judiciaires. La transition est toute trouvée, on parle de liberté, la liberté d'expression. Aujourd'hui, mon cher Pape, comment garantir une liberté d'expression pour la presse, justement, au niveau du Bénin, avec l'enjeu de la présidentielle de 2026? Là, on sourit un peu, mais c'est un peu le tendon d'Achille, le point noir de la gouvernance du président sortant, Patrice Talon, parce qu'on a bien vu l'actualité un peu au Bénin, là où les activistes, quelqu'un comme Kémy Séba, je crois qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, ses activités étaient plus ou moins troublées, sa vie au niveau du Bénin a été perturbée le plus souvent. Au niveau de la presse également, on a assisté à certaines censures de certains gros titres du Bénin. Et c'était assez difficile de maintenir une certaine liberté d'expression dans un contexte où le président voulait justement que tout le monde le suive dans sa politique, disons, économique et sociale. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan démocratique, le Bénin a beaucoup de choses à apprendre aux autres pays. Et nous espérons qu'à l'issue de ces élections, on aura un président beaucoup plus souple par rapport à ces éléments et qu'on assistera justement à une amélioration de la liberté d'expression et de la liberté de la presse dans un pays comme le Bénin. Une souplesse, mais regarde également, le président sortant, Patrice Talon, avait décidé de durcir un petit peu le temps sur un autre phénomène qui mine beaucoup de pays sur le continent aujourd'hui. C'est le cas notamment de la corruption. Comment aujourd'hui, lors de cette présidentielle-là, le facteur corruption, comment l'écarter? Est-ce possible réellement? Alors, le Bénin a fait de très grands progrès par rapport à cet aspect parce que l'assainissement de l'administration a été un des gros chantiers du président Patrice Talon et on peut dire qu'à travers les résultats qu'il l'a réussi. Actuellement, un fonctionnaire béninois qui se fait corrompre et qui se fait prendre risque très gros. Et également, il a beaucoup misé sur la digitalisation des procédures qui est un facteur qui permet justement de réduire le contact du fonctionnaire avec l'argent. Exactement. Donc cela a contribué à une réduction drastique justement du niveau de corruption au niveau de l'administration publique et cela a inspiré d'autres pays et c'est actuellement en train d'être déployé dans un pays comme le Sénégal. On parle justement du Bénin, mon cher Nathan. Après les violences et les restrictions, je pense que Pape l'a encore souligné lors des législatives passées, la présidentielle de 2026 peut-elle être un tournant démocratique à ce niveau-là? Parce qu'on a soulevé beaucoup de points. On a vu les avancées encore bien résumées par Pape, aussi bien au niveau de la corruption qu'au niveau de la liberté de la presse. Mais on a vu également, vous l'avez encore souligné, la chaussure dans le caillou de Patrice Talon, ça a été toutes ces restrictions-là. La présidentielle de 2026, ça revêt un caractère beaucoup plus important à ce niveau.
Alors, les restrictions, en réalité, il faut toujours les regarder avec une position un peu beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que les restrictions sont souvent utiles parce qu'on peut voir là où il y a trop de liberté qu'il y a souvent aussi une désinformation de l'information. Et c'est aussi dangereux dans un contexte d'élection et d'élection présidentielle. C'est quand même assez dangereux parce qu'on peut faire passer tout et n'importe quoi. Et donc les restrictions sont importantes. Il suffit qu'elles soient quand même assez régulées et qu'elles soient mesurées. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que le président, après avoir eu une expérience législative, ce qui est le contraire au Gabon, on a commencé les présidentielles, les législatives. Donc, après une expérience législative un peu mouvementée, je crois aussi que le droit de regard change. La position aussi change et donc aussi les mesures prises ou les mesures mises en place pour améliorer le processus électoral aussi doivent suivre par rapport à l'expérience qu'on a eue. Donc, notre espérance, c'est que le président et l'administration aient un souvenir de ce qui s'est passé pendant les législatives et puis pensent à mettre en place les procédures qu'il faut pour que les élections se passent dans un cadre apaisé et transparent, comme on disait au départ. Un cadre politique, on parle de transparence, on parle également de démocratie. Nathan, à l'entame de ses propos, a parlé justement on va dire, de cet acte aujourd'hui de Patrice Talon de se retirer. Il évite un troisième mandat. Pape, faut-il aujourd'hui repositionner le Bénin comme étant une vitrine démocratique en Afrique francophone ? Absolument. Le Bénin est un pays qui a à travers ces nombreuses alternances, parce qu'il n'y en a pas une seule, a le droit de se réclamer comme étant une vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest. À part le Bénin, on ne voit que le Sénégal, où le débat du troisième mandat s'est posé d'ailleurs de manière assez violente et qui a fini par avoir une issue heureuse. Mais au Bénin, excusez-moi, ça ne s'est même pas posé. Le président a dit très tôt que moi, je vais absolument pas me présenter et que je vais garantir la dévolution du pouvoir de manière pacifique. Maintenant, il a eu le droit de désigner et de soutenir un candidat issu de sa majorité présidentielle. Et c'est totalement louable. Maintenant, est-ce que les Béninois vont... C'est parce que j'aime beaucoup le Gabon aussi. Est-ce que les Béninois vont voter pour la continuité ou ils vont opter pour une rupture à travers un autre profil présidentiel? Mais d'après les observations que nous avons pu faire, son candidat a toutes les chances de passer. Oui, justement, parce que Nathan parlait du background du candidat. On rappelle que c'est quelqu'un qui a énormément fait des études. Il est passé par Harvard. Il a vraiment une carrure, en tout cas on a vraiment l'impression que tu parlais de dauphin tout à l'heure, Pape. On a justement cette impression que c'est un talent bis. De ce qu'on peut voir, en tout cas dans la façon de gouverner, dans la façon de mettre en place des initiatives. En Afrique, le dauphinat, c'est un processus assez complexe parce qu'on l'a vécu aussi au Sénégal avec le remplacement du président Léopold Sédar Senghor, le premier président, par Abdou Diouf. Le plus souvent, c'est un profil assez similaire, technocratique, discret, efficace et sobre surtout. Ouais. Et je crois que le dauphin du président Patrice Talon répond à ces critères. Il est discret, travailleur, sobre et surtout technocrate. Et à travers ces éléments, le peuple béninois n'aura aucun mal à faire confiance à quelqu'un qui, certes, peut-être aura les défauts de Patrice Talon, mais également ses qualités pour bien gérer un pays comme le Bénin. Oui, Nathan ? Oui, j'allais aller dans ce sens parce que justement, sachant que c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui a aussi ses preuves, puisqu'il a géré l'économie du pays, donc qui se porte bien d'ailleurs, parce que aussi c'était un grand chantier du président Patrice Talon, l'économie, aujourd'hui l'économie du Bénin respire, comme on dit, se porte assez bien. Donc je crois que c'est là tant de choses qui vont faire en sorte que les Béninois se retrouvent ou retrouvent le président Patrice Talon en ce candidat-là. Et donc je pense que c'est un avantage encore quand même assez considérable pour lui. On va rester avec vous puisqu'on a abordé le point de la liberté de la presse, des journalistes, de l'information, de la désinformation. En parlant de désinformation, comment lutter contre les fake news lors de cette présidentielle de 2026? Quels sont les mécanismes que l'État béninois pourrait mettre en place? Parce que généralement, lors des joutes, on voit qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment on va dire un petit peu éradiquer, épurer
ces fausses informations qui circulent sur les réseaux en l'occurrence? Alors là, c'est compliqué parce que nous sommes à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. La consommation d'informations, ça va très vite. La consommation va très vite, la désinformation aussi va très vite. Donc, et aussi, elle n'est pas facilement régulable. Parce qu'il y a d'un côté les médias classiques, mais il y a aussi les réseaux sociaux que les gens regardent plus maintenant que les médias classiques. Exactement. Donc ça devient beaucoup difficile. On a eu le cas au Sénégal quand même, où Internet a été quand même aussi un facteur important de communication, d'influence. On voyait comment les gens communiquaient sur TikTok. Les gens faisaient même les lives des casses et tout ça. Donc c'est beaucoup difficile, je pense, pour le gouvernement de réguler. Mais la possibilité majeure, c'est la possibilité de la sensibilisation. Si aussi le gouvernement s'inscrit dans un cadre de sensibilisation des populations, faites attention au choix de l'information, aux informations, vérifiez les sources, tout ça. Je pense qu'en sensibilisant le peuple devient beaucoup plus mature et choisit aussi ce vers quoi il va. Pape, le Bénin expérimente un point assez intéressant, ce sont les technologies comme le vote blockchain. Est-ce que ça pourrait améliorer la fiabilité des scrutins au niveau du Bénin? Alors, la technologie, le vote électronique de manière globale est souvent accueilli avec beaucoup de scepticisme par les observateurs et par surtout une certaine partie de la population. Mais lorsque vous parlez de la technologie blockchain, elle est gage de sûreté et de sécurité parce que la technologie blockchain, ce n'est pas comparable à ce qui se fait ailleurs. C'est un protocole de sécurité qui fait qu'aucune intrusion extérieure n'est franchement possible. Donc, expérimenter cela pourrait être bien, mais à condition que les garanties de sécurité soient mises en place, de telle sorte que justement, il ne puisse pas y avoir d'intrusion et que le processus ne soit pas biaisé. Donc, c'est une avancée, mais à prendre justement à s'assurer justement que toutes les garanties de sécurité soient mises en place. En première partie, pour le cas du Gabon, on a parlé de la société civile, Pape. Le Bénin, à l'image un peu du Burkina Faso, on le sait, ou la Guinée-Conakry, on sait effectivement à travers des groupes, la Lucha, Balai Citoyen, j'en passe, on sait que cette société civile-là a toujours été en avant. Le rôle, justement, pour revenir un petit peu sur l'enjeu de cette présidentielle 2026, potentiellement le rôle de la société civile. Alors, la société civile joue un rôle important dans toutes les démocraties ouest-africaines. Au Sénégal, on a Y en a marre, au Burkina, le Balai Citoyen. Au Bénin, elle est également audible à travers non seulement une société civile bien organisée et financée par des organisations internationales, mais également active également dans l'opposition. Mais quoi qu'il en soit, le rôle de la société civile au niveau par rapport à ces présidentielles est de veiller d'abord à la transparence et que l'ensemble du processus soit respecté. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de parrainage. On se rend compte que dans la plupart des pays comme le Sénégal et ailleurs, le processus de parrainage est souvent décrié par la société civile parce qu'elle estime que cela ne garantit pas l'inclusivité du scrutin, parce que certains candidats sont exclus pour des critères parfois fallacieux, et surtout le fait justement que le jour du décompte, parce qu'en matière d'élection, ce n'est pas celui qui vote qui compte, c'est celui qui compte, en fait. Donc là, la société civile pourrait jouer un rôle de sentinelle et de veille par rapport à la transparence du scrutin présidentiel. C'est vrai qu'on parle effectivement de cette société civile, et Pape l'a encore souligné, l'enjeu est majeur pour cette société civile. Revenons un petit peu sur les candidatures. Officiellement, aujourd'hui, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, on a déjà celle du dauphin de Patrice Talon qui est annoncée. On a potentiellement celle de notre ami activiste qui est également, Keba, également qui est annoncée. Le président Talon, en tout cas, dans une déclaration, disait que pour cette présidentielle de 2026, il va falloir à un moment donné limiter un petit peu les candidatures, éviter d'aller dans une flopée, même si on respecte le principe de démocratie et que tout le monde a le droit de participer, mais pour on va dire un bon déroulement, l'idéal serait d'un petit peu réduire les dossiers de candidature. Est-ce que vous partagez l'avis du président sortant ? Alors, je vais quand même prendre un exemple que je trouve pertinent, le cas des États-Unis. Il est inconcevable qu'un grand pays comme les États-Unis prenne à maximum 5 candidatures,
3 et dans le pire des cas, on sait qu'il y a 2 grandes candidatures, les démocrates, les républicains. Exactement. Un grand pays comme les États-Unis fonctionne dans un système où les candidatures sont réduites. Et que dans nos pays qui sont quand même assez petits, on est parfois jusqu'à 23 candidats. Ouais, lors de la présidentielle au Sénégal, on était à près de 20. Voilà. Près de 20 Donc, candidatures. C'est quand même particulier. Et d'un point de vue des résultats, je me suis rendu compte en France, par exemple, que lorsque vous avez moins de 5% à la présidentielle, vous devez rembourser à toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne. Et je pense que ce sont de bonnes mesures. Parce que ça va dissuader, ça va dissuader ce qu'on appelle les plaisantins. Il y en a qui viennent même pour distraire le scrutin. Ouais. Il y a des candidatures qui viennent pour distraire le scrutin. Donc, je crois que le président Patrice Talon réfléchit et il n'a pas tort. 2 bonnes candidatures donnent au peuple le choix de choisir soit l'alternance, soit la continuité. Et je pense que c'est assez. Nous avons évidemment la candidature de Kémy Séba qui présente quelque chose de différent de ce que le président Patrice Talon a proposé. Maintenant, est-ce que le peuple va choisir cette voie-là? Est-ce qu'ils vont choisir la continuité? C'est au peuple d'en décider. C'est au peuple d'en décider. Belle chute en tout cas. Joël Nathan, nous sommes arrivés au terme de cette émission, le débrief. Je rappelle que nous avons reçu Joël Nathan Ombago. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis, c'était un Juste plaisir. en face de vous, Pape Ousmane Thiao. Vous êtes doctorant en sciences politiques, analyste défense et sécurité. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Un plaisir aussi. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres thématiques liées à l'actualité sur le continent. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.